La dette souveraine russe a été classée junk. Le rouble vaut moins qu'un centime. En plus, De tout cela, il y a eu des craintes d'une crise immobilière imminente, qui menace désormais d'enfoncer encore plus l'économie russe. Une économie de guerre surchauffée qui risque d'exploser de la pire façon possible. mais toutes ces conséquences sont le résultat des choix de Poutine, et uniquement des choix de Poutine. La colonne vertébrale de l'économie de Poutine se brise et la crainte de perdre le pouvoir politique entraîne un effondrement de la logique. Le marché immobilier russe, valant des milliers de milliards de roubles, est en spirale mortelle, sans parachute. Les banques rejetteront des millions de prêts, tandis que les citoyens font face à des taux d'intérêt de 30%. Le plus choquant, c'est la solution étrange. Le régime de Poutine est maintenant secrètement contraint de construire des logements pour des acheteurs fantômes qui n'existent pas. Il continue de construire des villes vides, risquant une énorme bulle immobilière, parce que la Russie ne peut littéralement pas se permettre que le secteur de la construction ralentisse. Cette crise est un acte délibéré d'auto-sabotage. L'État a tenté de masquer la dette par d'énormes subventions, provoquant une forte inflation en imprimant 43 000 milliards de roubles. Et maintenant, il doit choisir entre un effondrement financier et une révolution politique. C'est ainsi qu'une guerre inutile détruit une nation de l'intérieur. L'histoire commence après la chute de l'Union soviétique. À cette époque, le marché immobilier russe était l'un des piliers économiques les plus importants du pays. Il offrait une base stable pour soutenir toute l'économie du pays. Un pays de près de 150 millions d'habitants nécessitait de nombreux logements. Et pour construire ces logements, il faut de la construction. Beaucoup de construction. Toute cette construction nécessite beaucoup de matériaux. Ces matériaux ont besoin d'être produits et transportés. Le transport demande du carburant, etc. Le marché du logement a déclenché un mouvement de milliards de roubles, stimulant l'ensemble de l'économie russe. Cependant, ce secteur de l'économie est désormais à l'arrêt. D'après Insider, le deuxième trimestre 2025 a été catastrophique pour le marché. Une baisse des ventes a été enregistrée chaque mois, avec une chute impressionnante de 55%, enregistrée en juin. Pour comprendre pourquoi cela se produit, nous devons examiner le système hypothécaire de ce pays, un système très différent de la plupart des systèmes de prêts modernes. Il faut d'abord distinguer le marché de premier et de second niveau. En Russie, le marché de premier niveau concerne les logements neufs jamais occupés, tandis que le second niveau concerne la vente de logements existants ou d'occasion. Les logements de premier niveau dominent le marché russe, et cette domination n'a fait qu'augmenter depuis 2020 grâce au nouveau système hypothécaire développé dans le pays. Les logements neufs sont plus nombreux que les anciens, et leurs prix diffèrent largement. Les logements de premier niveau coûtent près de 15 fois plus que les existants, soit environ 44% de plus en moyenne. Cela s'explique par le système hypothécaire russe. Pour relancer le marché après la pandémie de Covid-19 qui a ralenti l'immobilier et la construction, la Russie a mis en place des hypothèques préférentielles, valables uniquement pour les logements neufs. Ce système visait à soutenir la demande en aidant au remboursement des prêts, favorisant ainsi la reprise du secteur de la construction. Mais de nombreux Russes dépendent tellement des hypothèques préférentielles qu'elles pèsent lourdement sur le budget national. Ces hypothèques prévoient que l'État paie la plupart des intérêts aux banques, et non les emprunteurs. En 2024, un taux d'intérêt ordinaire en Russie se situait entre 16 et 20%. Mais avec une hypothèque préférentielle, l'acheteur paierait un taux d'intérêt d'environ 6%, l'État couvrant le reste. Les hypothèques préférentielles concernent les jeunes familles, les informaticiens, les employés de la défense et les habitants de régions arctiques, d'Extrême-Orient et rurales. Toutefois, elles comportent plusieurs mises en garde. Par exemple, une famille avec un enfant de moins de 6 ans peut obtenir l'approbation hypothécaire, mais doit verser un acompte de 20 à 30% à l'avance. Cela signifie essentiellement que les familles pauvres ne peuvent pas obtenir de prêts hypothécaires préférentiels, même si ces prêts ont été spécialement conçus pour les aider. Les travailleurs de l'informatique étaient traités bien mieux par l'État, dans une tentative désespérée de garder ses employés du secteur à la croissance la plus rapide au monde dans le pays. Cela ne les a pourtant pas empêchés de partir. Depuis que la Russie s'est isolée en 2022, plusieurs centaines de milliers de travailleurs informatiques seraient en exil. Et l'hypothèque préférentielle ne suffit pas à les faire revenir. Malgré ces problèmes, des millions de Russes ont obtenu des prêts préférentiels pour des logements de première catégorie, stimulant temporairement la construction. Cependant, il semble que la Russie ait simplement remplacé un ensemble de problèmes par un autre, car les prêts subventionnés par le gouvernement ont exercé une forte pression sur le trésor national.
La Russie a envahi l'Ukraine en 2022. Je dis ça au cas où vous auriez vécu dans une grotte. Et la guerre, si vous ne le savez pas, coûte très cher. Le pays a perdu des capitaux de tous les côtés, ce qui rend le remboursement des prêts préférentiels encore plus difficile. Pour cette raison, la Douma d'État, chambre basse de l'Assemblée fédérale de Russie, envisage d'augmenter la part des citoyens, dans le taux d'intérêt de 6 à 12%. En résumé, le budget russe est très serré. Il se resserre chaque jour, devenant toujours plus difficile à gérer. Le système de prêts préférentiels qu'ils ont eux-mêmes inventé et mis en place. C'est pourquoi les banques ont massivement refusé les prêts préférentiels aux emprunteurs. En 2024, 4 demandes de prêts hypothécaires sur 5 ont été refusées. Près de la moitié des emprunteurs ayant obtenu un prêt préférentiel ont reçu un plan de remboursement. Cela les obligerait à consacrer plus de 80% de leurs revenus nets au remboursement du prêt. Au final, le nouveau système hypothécaire conçu par la Russie, qui était censé simplement aider à atténuer la pression créée par la pandémie de Covid-19, est devenu la principale option hypothécaire pour le public. Cela a également déclenché le cercle vicieux de l'endettement dans lequel l'État tente d'aider. La dette des citoyens s'accroît, faisant monter les taux d'intérêt et les loyers, ce qui entretient le cycle. Cela a causé une insolvabilité généralisée, seuls les riches pouvant acheter des biens immobiliers sans perdre la majeure partie de leurs revenus. La fin des prêts subventionnés par le gouvernement en juillet 2024 a provoqué une forte baisse de l'intérêt pour l'immobilier. En juin 2025, l'émission de prêts hypothécaires a chuté de 66% par rapport à juin 2024, montrant que moins de personnes achètent des biens immobiliers. La raison de cette baisse réside dans les taux hypothécaires extrêmement élevés, qui ne sont plus subventionnés par le gouvernement. Si un emprunteur contracte un prêt de 44 millions de roubles avec un apport de 20% à un taux d'intérêt annuel de 30%, ce qui est, croyez-le ou non, une offre assez standard en Russie. À ce stade, ils auront remboursé 146 millions de roubles sur la durée du prêt, ce qui est tout simplement absurde. Cependant, le système de prêt n'est pas la seule cause de l'effondrement du marché immobilier russe. Quand la Russie a envahi l'Ukraine, le rouble a d'abord monté, puis chuté. Cela s'est produit parce que la Russie a augmenté ses dépenses militaires et d'autres apports financiers pour maintenir le pays en fonctionnement pendant la guerre. Pour assurer assez de fonds, la Banque centrale russe a choisi la même solution à laquelle nous pensions tous enfants. Imprimer plus d'argent. 43 000 milliards de roubles ont été imprimés. Et cette augmentation incroyable des fonds nationaux, en si peu de temps, a créé un énorme problème d'inflation, atteignant le niveau le plus élevé depuis 2002. Cela impacte négativement le marché immobilier de deux façons, et concerne tous les systèmes économiques, pas uniquement celui de la Russie. L'inflation, par définition, signifie une hausse de la quantité d'argent en circulation sur le marché. S'il y a plus d'argent sur le marché, les prix des biens augmentent. Et cela ne concerne pas seulement l'immobilier, mais aussi les véhicules, les bijoux, et à peu près tout ce qui est considéré comme un luxe. De plus, puisque l'immobilier est de loin la marchandise la plus recherchée, c'est dans ce secteur que les prix augmentent le plus. L'inflation influence aussi les prix de l'immobilier par la psychologie humaine, car elle est perçue comme une période de crise. En temps de crise, les gens préfèrent posséder un actif tangible de valeur. L'actif réel le plus recherché est l'immobilier, ce qui signifie que les prix de l'immobilier doivent s'envoler. En résumé, cette inflation a été largement créée artificiellement par Poutine et ses acolytes lors de l'invasion de l'Ukraine. Et ils l'ont fait alors que le trésor public payait la majorité des intérêts sur les prêts hypothécaires. Non seulement ils remboursaient la dette existante, mais le programme était bel et bien actif. En 2022, ils ajoutaient encore des emprunteurs au programme, tout en générant de l'inflation. Si cela ne prouve pas la stupidité de la direction de ce pays, je ne sais pas quoi ajouter. L'histoire n'est pas finie, car il reste à évoquer une énorme brique de cette maison en ruine, les sanctions internationales. Les autres pays n'ont pas vraiment apprécié que la Russie envahisse et commence à tirer sur tout le monde dans un pays souverain. Et la meilleure façon de punir un ennemi sans s'impliquer directement dans le combat, c'est par des moyens économiques. La plupart des pays ont imposé toutes les sanctions possibles à la Russie, ce qui a affecté son marché immobilier. Tout d'abord, cela a eu un impact négatif sur le pouvoir d'achat du pays, et cela a contribué à l'inflation déjà croissante. Plus précisément sur le sujet qui nous intéresse, cela a détruit le climat d'investissement dans le pays. Les investisseurs se sont soudainement retirés de leurs projets de développement. Cela a surtout touché l'offre. Les projets ont été stoppés car les investisseurs étrangers retiraient leur financement. Du côté de la demande, les projets financés par des investisseurs russes pour des étrangers voulant acheter de l'immobilier en Russie ont été arrêtés car leurs acheteurs étaient bloqués. En outre,
L'absence d'investisseurs occidentaux a réduit la demande immobilière. Globalement, les sanctions étrangères ont négativement affecté l'offre et la demande du secteur du logement, en ce qui concerne la fuite des capitaux, c'est-à-dire le mouvement des actifs hors d'un pays. Les pertes de la Russie ont dépassé 200 milliards de dollars. L'année de son invasion de l'Ukraine, marquant la plus grande perte de capitaux du pays. D'après les rapports de juillet, le secteur de la construction de logements n'a chuté que de 2% entre janvier et juin 2025. Cela signifie que la hausse des prix et la baisse des taux immobiliers n'aident pas les constructeurs. Cependant, les projets immobiliers commerciaux ont chuté de 38%. Ils construisent encore bien trop d'unités pour si peu d'acheteurs. Cela interroge sur l'insolvabilité du public russe et l'intérêt limité pour les logements de première catégorie. Pourquoi construit-on sans cesse de nouveaux immeubles et quartiers? Pour qui les entreprises les bâtissent-elles? L'une des raisons derrière cela, ce sont les programmes de paiement échelonnés proposés par les promoteurs. Ces programmes est un côté très populaire en Russie. Ils paient des mensualités directement à l'entreprise qui a construit le bien, sans emprunter. Le promoteur et l'acheteur déterminent ensemble le montant des mensualités, et l'acheteur les verse au promoteur, de la même manière que vous paieriez un loyer. Mais c'est aussi là que réside le problème avec ce programme. Une fois que vous signez pour la valeur d'un bien, cette valeur est fixée. Avec l'inflation en Russie, il est clair pourquoi les promoteurs craignent de perdre de l'argent. Si les deux parties signent qu'un bien vaut 4 millions de roubles, l'acheteur doit payer cette somme en versement mensuel, même si la valeur du rouble chute considérablement pendant la période de paiement. En conséquence, ces programmes ont diminué, comme le marché immobilier russe, sans toutefois disparaître. La plupart des plans de paiement échelonnés des promoteurs ont été divisés par 2 cette année. Mais ils sont toujours prêts à vendre directement aux acheteurs, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles ils continuent de construire autant de biens immobiliers. Une autre raison pour laquelle la construction se poursuit en Russie, c'est que les promoteurs, au fond, pensent que tout cela finira par passer. Ils croient que les banques baisseront leurs taux en hiver et que les acheteurs continueront à acheter. Et certains d'entre eux croient même que le gouvernement réintroduira les prêts préférentiels. La principale raison de l'activité du secteur de la construction en Russie, malgré la faible demande, n'est pas liée aux facilités de paiement ou à l'espoir d'un avenir meilleur. Et cela a tout à voir avec le secteur lui-même. La Russie ne peut littéralement pas se permettre que le secteur de la construction ralentisse. 7 millions de Russes travaillent dans ce secteur, le deuxième après le commerce et moteur pour d'autres domaines. Le secteur de la construction utilise la moitié de la métallurgie russe et emploie près de la moitié des transports. Les entreprises de construction axées sur les infrastructures et la construction de routes sont par exemple en grande difficulté, et cet effet s'est répercuté sur d'autres industries. Elles dépendaient des contrats gouvernementaux, mais le gouvernement n'ajustait plus les paiements selon l'inflation. Les entreprises de construction routière enregistrent désormais le plus de retard de salaire, la plupart étant proches de la faillite. Cela affecte des millions de travailleurs dans les secteurs connexes, et c'est tout simplement inacceptable pour Big Flat. Développement. La construction et la construction résidentielle sont des secteurs bien plus importants que la construction routière. Ils sont le deuxième plus grand domino de l'économie russe. Et s'ils tombent, certains dirigeants pourraient aussi tomber. Par conséquent, les dirigeants russes ne peuvent pas se permettre d'arrêter de construire. Et ce, malgré le fait qu'il y ait trop d'offres de logements, et pas assez de demandes. Bien qu'ils sachent que beaucoup de ces logements resteront vides des années après leur achèvement, ils continuent de construire. En fait, ils prévoient maintenant de développer des projets dans les territoires occupés. Bien que tout soit écrit noir sur blanc, les sources russes affirment qu'il n'y aura pas d'effondrement du marché. Ils prévoient une année 2026 difficile pour les ventes, mais une accélération des projets de construction en 2027. L'incertitude demeure sur l'éléphant dans la pièce, la guerre en Ukraine. Poutine veut arrêter cette guerre car elle nuit déjà à son économie, à un tel point que des générations de Russes, qui ne sont même pas encore nés, devront payer pour les péchés de leurs parents et de leurs grands-parents. Il n'a cependant pas montré de volonté de céder les territoires occupés ou d'arrêter l'invasion. Il est donc impossible de prévoir exactement combien de temps le marché chutera avant de s'effondrer totalement. Au vu de tout ce qui précède, les données indiquent que la Russie est au centre de la crise du logement. Il y a trop de constructions qui dépendent des acheteurs, lesquels, à leur tour, dépendent du financement soutenu par l'État. Le financement ayant été coupé, la demande de logement est très faible, car personne ne pense que les riches élites pourront acquérir tout ce parc immobilier. Ajouté à l'inflation causée par la baisse des secteurs et les sanctions internationales, un budget fragilisé par les exigences militaires d'une guerre inutile.
et il n'est pas difficile de voir comment le marché immobilier russe s'effondre. Cependant, les experts avertissent que cela dépasse largement le simple marché immobilier. C'est le signe avant-coureur de l'équilibre national. Si la bulle de la construction éclate, la Russie pourrait être frappée par une vague de faillites si vaste que leur crise actuelle semblera n'être qu'une journée ordinaire au bureau. Selon Poutine, tout se passe comme prévu. Le président se vante sans cesse d'indicateurs macroéconomiques gonflés, tel le produit intérieur brut russe, dont 30% sert aujourd'hui à une opération militaire spéciale censée durer seulement quelques jours. Le problème que Poutine ne comprend pas ou feint d'ignorer. Un problème que le russe moyen pourrait vite découvrir, c'est qu'on ne peut pas manger le produit intérieur brut au dîner ni s'en servir pour se loger. Merci d'avoir regardé.